Vous avez entendu depuis quelques mois qu'une ville en Syrie a été prise, libérée, puis reprise à un moment donné par l'État islamique, donc Daesh. Il s'agit de la ville de Palmyre, qui est une ville touristique, mais qui, avant d'être une ville touristique, est avant tout un site archéologique dont l'histoire remonte au tout premier siècle de notre ère. Cette ville de Palmyre a été, en tout cas une partie de celle-ci a été dynamitée par ces musulmans fondamentalistes qui ont ainsi détruit une part essentielle du patrimoine de l'humanité. Vous savez qu'il y a déjà, maintenant, certainement une quinzaine d'années, si pas plus, les talibans avaient détruit des Bouddhas, très anciens également, taillés dans la roche en Afghanistan. Je ne ferai pas de commentaires parce que je crois que tout un chacun mesurera le degré d'inculture de ces actes qui toutefois ne sont rien par rapport aux désastres sur les populations locales. Mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, ça ne me fait pas plaisir et j'en suis même tout à fait marri, sans faire de jeu de mots, avec la ville antique de Syrie également. Mon propos aujourd'hui va porter sur les conflits et les échanges au Moyen-Orient du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle, au début du 7e siècle de notre ère. Il est devenu à la mode depuis quelques années maintenant de faire de l'histoire connectée. Faire de l'histoire connectée, c'est ne pas confiner ses recherches dans un cadre étroit, celui de frontières nationales, présentes ou à l'intérieur d'états du passé. Il paraît effectivement tout à fait crucial d'essayer de comprendre non pas seulement du point de vue militaire ou diplomatique quels ont été les rapports entre des puissances à travers le temps, mais de comprendre également s'il n'y a pas eu des échanges à la fois économiques et culturels entre des régions du monde qui apparemment, en tout cas dans ce qu'on enseignait jadis dans les manuels, étaient traitées séparément dans des chapitres différents, ce qui reflétait bien sûr une vision nationaliste et défensive de l'histoire. Heureusement, tout ça est remis en question et c'est un des aspects bénéfiques de la mondialisation, alors que vous savez, celle-ci inquiète une grande partie des populations, tout à fait à juste titre d'ailleurs, sur le plan économique. Je vais vous montrer un exemple parmi beaucoup d'autres d'ouvrages qui cherchent à faire de l'histoire transnationale, transrégionale. C'est un ouvrage relativement récent de Jean-Louis Margolin et de Claude Markovitch intitulé « Les Indes et l'Europe, histoire connectée 15e, 21e siècle » dans la collection Folio Histoire. Donc, il ne s'agit pas du sujet dont il va être question aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que l'Europe, l'Orient,
qu'ils soient proches ou lointains, ont eu des rapports depuis bien longtemps et qu'il ne faut pas toujours tout voir du point de vue des colonisateurs, du point de vue des puissances auxquelles, Européens, nous avons tendance à nous identifier, même si ces puissances nous ont conquises, je parle des Romains, mais qu'il y a un angle de vue qui, au-delà de l'aspect moral qu'il peut revêtir, je pense ici à la réconciliation entre les nations et surtout dans la région du monde dont il va être question aujourd'hui, qui est une région très affectée par la guerre, s'il va être question du Proche-Orient, mais que ça a vraiment un intérêt culturel et scientifique tout à fait essentiel, qui avait été trop négligé dans le passé. Un historien italien qui s'appelle Arnaldo Momigliano, dans un ouvrage que je vous ai déjà peut-être montré, sauf erreur de ma part, et qui s'intitule « Sagesse barbare, les limites de l'hellénisation », s'est intéressé justement au rapport, pour les derniers siècles qui précèdent notre ère, l'époque hellénistique essentiellement, les rapports entre les conquérants macédoniens, entre les intellectuels grecs d'une part, et d'autre part, les peuples qui entouraient l'Empire romain, que ce soit en Occident, les Gaulois, ou que ce soit en Orient, les Perses en particulier, ou les Juifs. Je vous montre cet ouvrage édité aux éditions de la Découverte et qui est un texte tout à fait remarquable et initiateur à bien des égards. Maintenant, le contexte dans lequel nous allons évoluer dans cette leçon sera donc celui du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que le Moyen-Orient? Les notions de proche, de moyen ou d'extrême-orient, ce sont des notions qui, évidemment, indiquent très clairement d'où vient leur qualification. Par définition, ce ne sont pas les peuples de ces régions qui se sont ainsi qualifiés. L'Orient se définit par rapport à une région qui est à son occident, et on voit très bien que c'est l'Europe qui est le centre de référence et qui a qualifié ainsi ces régions-là. Donc l'Orient n'existe, du point de vue conceptuel, que pour les Occidentaux. Si vous habitez en Chine, vous êtes bien d'accord que l'extrême-orient, ce sont les États-Unis. Hein? Voilà. Et si vous êtes aux États-Unis, l'Orient, c'est l'Europe. Tout ça, ce sont évidemment des concepts qui sont relatifs et qui n'expliquent que, ou qui ne se réfèrent qu'au point de l'observateur et rien d'autre. Donc, quand je parle ici de Moyen-Orient, j'essaye de... Je ne fais d'ailleurs que reprendre une terminologie qui vous est familière et qui reprend les territoires qui se trouvent donc sur ce qu'on appelle le Levant. Jadis, on appelait ça le Levant, qui a donné le mot Liban d'ailleurs, hein, donc la région qui se trouve donc en bordure de la Méditerranée, mais surtout la région qui se trouve, parce que là c'est le Proche-Orient, la région qui se trouve à l'est de la Syrie, à l'est de la Jordanie, et qui couvre en fait, en gros, la Mésopotamie, voire même l'Empire perse. Donc c'est ça le Moyen-Orient, dont il sera question aujourd'hui. Maintenant, le cadre chronologique. Le cadre chronologique, il couvre une période qui s'étend du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est plus ou moins au même moment que Rome connaît une progression lente mais sûre dans le bassin oriental de la Méditerranée,
c'est-à-dire dans la deuxième moitié du IIe siècle avant notre ère, et au 1er siècle, d'ailleurs, avant notre ère, et d'autre part, l'arrivée d'une nouvelle dynastie en Perse, c'est des Arsacides, qui succèdent à la dynastie macédonienne des Séleucides, qui s'était mise en place peu de temps après la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand. Donc c'est au même moment que ces deux événements, progression des Romains donc au Proche-Orient pour aboutir au Moyen-Orient, et d'autre part l'arrivée des Parthes, qui ont pour dynastie donc les Arsacides, que la rencontre entre les Romains et les Perses, mais enfin sous leur variante Parthes, se rencontre. Les rapports qu'ils vont entretenir et développer sont de deux natures. Il y a des rapports conflictuels sur le plan militaire. Le problème pour ces deux empires est de s'étendre sur le plan territorial, et c'est lié à des raisons géostratégiques essentiellement, qui sont liées au contrôle de voies commerciales, à l'implantation de forteresses frontières, de villes frontières, mais il va y avoir aussi des liens qui vont s'établir, qui vont s'entretenir et perdurer pendant toute cette longue période tant sur le plan commercial que sur le plan culturel. Je vous ai justifié le point de départ, mais ce point de départ, en fait, ne commencera ici que dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, et pas la deuxième moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ, parce que c'est vraiment dans les années 70-60 avant Jésus-Christ que le conflit démarre véritablement. Et je m'arrête, terminus ad quem, dans le premier tiers du 7e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que ces deux empires qui se sont épuisés pendant des siècles à combattre les uns l'un contre l'autre, eh bien ces deux empires vont connaître les coups de butoir d'une nouvelle puissance qui vient du sud cette fois et qui va créer un vaste empire qu'est l'empire arabo-musulman. À partir de ce moment-là, l'empire perse s'écroule et l'empire romain d'Orient va devoir se replier vers son centre et va perdre donc une grande partie de ses provinces donc au Proche-Orient, justement la Syrie, même d'abord oui la Syrie, le territoire, la Judée, l'Égypte en particulier. Commençons donc maintenant avec la première partie de ce cours, donc les conflits militaires. Première période, division au Moyen-Orient sur le plan territorial entre les Perses d'une part à l'est et d'autre part les Romains à l'ouest. Je viens de vous expliquer qu'à partir du 1er siècle avant notre ère, les Parthes rencontrent, entre guillemets, doivent se battre contre les Romains.
Les Parthes sont au pouvoir jusqu'au début du IIIe siècle de notre ère, jusqu'en 224-226, lorsque un nouveau changement de dynastie va porter au pouvoir les Perses sassanides. Alors, qu'est-ce qui caractérise les conflits entre, d'une part, les Perses arsacides, autrement dit les Parthes, et les Romains pendant cette période de 3 siècles? Eh bien, c'est essentiellement, malgré des débuts qui sont défavorables aux Romains, pensez au fameux désastre de l'armée de Crassus, qui se situe au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Crassus était un des 3 triumvirs avec Jules César et Pompée, et il va terminer tristement dans une bataille, et vous vous souvenez peut-être de ce qu'on vous a expliqué, je suppose, mais enfin c'est une anecdote dans l'enseignement secondaire, comme quoi les Parthes auraient fait couler de l'or fondu dans sa bouche pour le tuer, donc, mais surtout pour le faire souffrir. Enfin, c'était pour montrer qu'ils étaient. C'est une manière de dominer la situation. Mais à part cette période-là, les Romains, surtout au IIe siècle de notre ère, vont s'étendre. En Mésopotamie, sur le bord de l'Euphrate en tout cas. Une première fois au début du IIe siècle, dans les années 110, à l'époque de Trajan, mais pour une période très courte, de quelques années, puis plus tard, de manière plus longue, sous Lucius Verus. Lucius Verus, c'est celui qui règne en même temps que Marc Aurèle, mais qui va décéder bien avant. Donc c'est un co-empereur. Et c'est celui, si vous avez quelques souvenirs cinématographiques, dont le fils apparaît de manière fictive, en tout cas dans un scénario qui a été exprimé sous forme de roman, parce que ce n'est pas la vérité, qui apparaît dans le film Gladiator, quand Maximus, donc ce général fictif lui aussi, qui est enfermé dans les arènes du Colisée, ce petit garçon qui vient voir Maximus et qui vient le voir parce qu'il l'admire, puisque Maximus est devenu un grand gladiateur, et à ce moment-là on voit Maximus qui lui demande comment t'appelles-tu, et il dit Lucius Verus justement. Et à ce moment-là, évidemment, on voit Maximus qui se recule, parce qu'il avait bien connu Lucius Verus et Marc Aurèle, qui apparaît au début du film, et qui ne meurt pas pour la raison qui est expliquée dans le film. Et à ce moment-là, ils se disent, voilà, c'est le fils d'un des empereurs que j'ai bien connu. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect romanesque, je dirais. Mais donc, ça doit vous renvoyer à ce genre de souvenirs, parce que je sais que c'est une manière d'accrocher parfois les élèves que vous aurez plus tard et qui auront peut-être vu Gladiator, et s'ils ne l'ont pas vu, c'est peut-être pour vous l'occasion de leur présenter des séquences de ce film, parce qu'elles sont exploitables d'un point de vue pédagogique. Pas toutes, mais certaines en tout cas. Voilà. Et enfin, après Trajan et après Lucius Verus, il y a de nouveau une conquête à l'époque de Septime Sévère, donc qui est le premier empereur de cette dynastie des Sévères, qui règne de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'en 235, donc pendant 40 ans en fait, et qui va donc créer 2 nouvelles provinces, donc à l'est de l'Euphrate. Donc, bilan de cette première période, conflictuelle effectivement sur le plan militaire, donc entre les Parthes et les Romains.
le bilan tourne plutôt à l'avantage des Romains, puisqu'il y a extension de l'Empire romain donc à l'extrême est. Deuxième période conflictuelle sur le plan militaire, c'est l'époque des Sassanides. Je vous ai dit que les Sassanides commencent à régner donc dans le deuxième quart du troisième siècle de notre ère, donc je répète, le deuxième quart du troisième siècle de notre ère, jusqu'au premier tiers du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc je répète, jusqu'au premier tiers du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors ces Sassanides, alors là c'est une période que moi je subdiviserai en non pas en deux périodes, mais je dirais plutôt sous forme de deux caractéristiques quant au conflit militaire. Il y a tout d'abord ce que j'appellerais la guerre chaude. La guerre chaude, c'est une guerre où Rome et les Sassanides sont en conflit direct. C'est une période, surtout dans la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère, c'est une période où les Romains vont être humiliés. Un des empereurs, qui s'appelle Valérien, va être fait prisonnier par le roi des Perses et va même lui servir de marchepied pour monter sur son cheval après sa capture. Donc vous imaginez, une capture suprême, humiliation suprême. Mais également parce que 3 empereurs romains, dont l'empereur Julien, vont mourir dans des guerres contre les Perses. Donc ça situe, Julien c'est plus tard, hein, mais donc deuxième moitié du IIIe siècle, je vous ai parlé de Valérien, mais 2 autres empereurs décèdent aussi à la suite de conflits. L'empereur Julien, là c'est beaucoup plus tard, puisque l'empereur Julien c'est 361 à 363. C'est un règne court, mais qui a laissé des traces importantes, parce que Julien a renié la religion chrétienne et est retourné au paganisme, alors que le christianisme s'était imposé progressivement à l'époque des Constantinides, puisque Constantin est le premier à s'être converti à la fin de sa vie donc à cette religion nouvelle. Donc on peut dire que c'est une époque d'humiliation, mais qui, sur le plan territorial, en fin de compte, hein, quand on fait le bilan, n'aboutit pas à des modifications majeures. Donc on peut dire que sur le plan territorial, in fine, il y a une stabilité territoriale. Maintenant, je vous ai parlé d'une guerre chaude, il est temps de parler aussi d'une guerre froide. Alors, ce n'est pas par souci d'actualiser à tout prix mon propos et de faire référence à cette période qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais c'est simplement pour essayer de trouver un concept qui éclaire un petit peu la situation entre d'une part les Perses et d'autre part les Romains, qui, parallèlement à cette guerre chaude, mène une guerre par petites puissances interposées par l'intermédiaire de royaumes vassaux, ou par l'intermédiaire également de tribus nomades en Arabie. Ce conflit entre Perses et Romains va s'étendre jusqu'au Yémen, voire même en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie d'aujourd'hui. Donc, autrement dit, les Perses et les Romains mènent une diplomatie active pour assurer leurs arrières du point de vue géostratégique, et on a gardé des traités où les Perses et les Romains, ou plutôt leurs vassaux, garantissent les droits sur le plan religieux de minorités
qui résident sur leur territoire. Les chrétiens en Perse, puisque l'Empire romain est devenu chrétien, et d'autre part des Zoroastriens, religion iranienne, dans l'Empire romain. Donc vous voyez que ici, on approche tout doucement du deuxième chapitre dont il va être question, c'est-à-dire que les relations ne sont pas uniquement marquées par la guerre, mais elles peuvent être aussi caractérisées par des liens de tolérance et qui ne font pas, où les conflits ne se résolvent pas unilatéralement par un rapport de force. Maintenant, je vous ai expliqué dans mon introduction que cette guerre directe ou latente entre les Perses et les Romains va disparaître dans le premier tiers du 7e siècle. Alors les événements vont aller très vite. Au début du 7e siècle, ce sont les Perses qui l'emportent sur les Romains et qui leur reprennent toute une série de territoires. Mais peu de temps après, tout ça se passe dans le premier tiers du siècle, entendez-moi bien, du 7e siècle. Peu de temps après, l'empereur byzantin Héraclius, c'est-à-dire l'empereur de l'Empire romain d'Orient, puisque l'Empire romain d'Occident a disparu depuis 476, comme vous savez, eh bien l'empereur Héraclius défait les Perses et reprend les territoires perdus. Mais dans les 2 décennies qui vont suivre, les événements vont aller très très vite. L'Empire sassanide va être battu par les Arabes à la bataille de Néhaven, qui se trouve dans la Perse actuelle. Néhaven, c'est N-E-H-A-V-E-N-D, Néhaven. Donc, vous savez que le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est de supprimer les données. À partir du moment où l'Empire perse n'est plus là, les Romains vont plus se battre contre les Perses. Mais ils se trouvent devant un nouvel ennemi. C'est l'Empire arabo-musulman qui est en train de conquérir tout le Proche et tout le Moyen-Orient. Cet empire va être en pleine expansion au 7e siècle. Vous devez vous dire que l'Empire arabo-musulman s'est formé à l'époque des Omeyyades, c'est-à-dire, à l'époque des quatre califes qui succèdent à Mahomet, mais sous les Omeyyades, ça veut dire qu'au milieu du 8e siècle, l'Empire arabo-musulman a son extension pratiquement maximale. À l'époque des Abbassides, il n'y a pratiquement, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pratiquement plus de conquête. Je vais vous dire que vers 750, plus précisément c'est 751 je crois, lorsque les Abbassides accèdent au pouvoir, eh bien, l'Empire musulman a sa forme définitive. Autrement dit, à ce moment-là, le Moyen-Orient est unifié. Ce Moyen-Orient a été unifié à de rares périodes de l'histoire. À des rares périodes de l'histoire, c'est-à-dire au moment où des empires à prétention universelle se sont formés. À l'époque babylonienne, à l'époque assyrienne, n'oubliez pas qu'il y a eu la période paléo-babylonienne, puis assyrienne, paléo- et néo-assyrienne, et puis la période néo-babylonienne. Puis, par les Perses achéménides, pendant 2 siècles, du milieu du VIe siècle au milieu du IVe siècle, ce sont les Perses achéménides qui dominent tout le Moyen-Orient, qui l'unifient depuis la mer Égée jusqu'à
à l'Indus, Alexandre le Grand lui-même perd tout cet empire perse, donc continuité entre les Perses achéménides et Alexandre le Grand, donc le Proche-Orient devient non plus un Proche-Orient perse, excusez-moi, je dis un Proche-Orient, un Moyen-Orient, parce que le Proche-Orient, c'est vraiment les côtes de la Méditerranée, donc le Moyen-Orient n'est plus perse, mais il devient macédonien. Puis vous avez cette période où vous avez une scission entre, d'une part, tout ce que je vous ai expliqué, d'un côté les Parthes et puis l'Empire romain. Aux Parthes succèdent donc les Sassanides, et puis, 7e siècle, réunification du Proche-Orient et du Moyen-Orient, donc renouant ainsi avec la tradition macédonienne, bien antérieure. Quel bilan peut-on tirer de tous ces conflits militaires? Alors, tout d'abord, une certaine stabilité des frontières, si on voit les choses de haut, et que l'on ne rentre pas dans le détail, en voyant évidemment les avatars des conquêtes militaires des uns et des autres. On peut dire que globalement, il y a une stabilité des frontières sur le haut et le moyen Euphrate. Du IIe siècle avant notre ère jusqu'à la fin du IIe siècle après notre ère. Donc pratiquement pendant 3 siècles et demi, disons, voire 4 siècles, il y a une stabilité des frontières. Ceci nous permet de tirer un enseignement et de lever une tradition. Dans l'historiographie et des préjugés qui sont fixés par les manuels scolaires, qui mettent en évidence les accords entre 2 diplomates britanniques et français, les accords Sykes-Picot, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Sykes-Picot, S-Y-K-E-S, et Picot, P-I-C-O-T-A. Donc les accords Sykes-Picot, qui, alors que l'Empire ottoman est toujours en guerre, divisent déjà l'Empire ottoman anticipativement, avant la défaite, en protectorat britannique et protectorat français. Autrement dit, le protectorat français couvrira la Syrie, comprenant le Liban, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie, et le protectorat anglais couvrant la Mésopotamie, la Transjordanie et la Palestine. Or, vous voyez que la frontière orientale de l'Empire romain, donc la frontière occidentale de l'Empire perse, par corollaire, eh bien cette frontière, elle existe déjà dans l'Antiquité, c'est celle du Haut et du Moyen Euphrate qui correspond justement à cette région que se partagent les Britanniques et les Anglais, en ayant bien entendu derrière la tête les puits de pétrole qui sont convoités. Mais donc la frontière entre la Syrie et l'Irak, c'est une frontière qui n'a pas été inventée de manière artificielle par les Français et les Anglais, comme on le dit si souvent. Il y a coïncidence entre les intérêts de ces puissances coloniales au lendemain de la Première Guerre mondiale et d'autre part des frontières qui existaient déjà dans l'Antiquité. Donc ça me paraît intéressant de montrer des continuités, même si, à travers l'histoire, il y a eu effectivement des modifications territoriales importantes entre l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire la fin du IIe siècle de notre ère et les débuts du XXe siècle, on est bien d'accord. Mais vous voyez, le rôle de l'historien est de creuser, de chercher
et de voir s'il n'y a pas, en palimpseste, si je puis dire, derrière un parchemin que l'on gratte un petit peu, s'il n'y a pas déjà des frontières qui existaient auparavant. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine. Et vous savez qu'en Belgique, c'est en 1974, je crois, lorsqu'on a décidé de fusionner les communes en Belgique. Vous savez, il y avait près de 2400 communes en Belgique. Maintenant, il n'y en a plus que 660, je crois. Donc, il y en a 4 fois moins. Eh bien, vous savez qu'on a interrogé des habitants de certaines communes, en particulier en Ardennes, pour savoir avec quelle commune les habitants voulaient vivre dans de nouvelles entités communales, puisqu'il s'agissait de fusionner. Donc il y a eu des consultations de citoyens. Eh bien, figurez-vous qu'en Ardennes, on a interviewé, ou plutôt on a sondé les gens, et que dans l'avis qu'ils ont donné, ils voulaient se réunir avec les habitants de tel et tel village ou de telle et telle commune. On ne savait pas très bien pourquoi. Et puis, il y a des médiévistes qui ont été voir les cartes du Moyen-Âge et se sont rendus compte que les villageois, consciemment, par tradition ou inconsciemment, vraisemblablement, avaient plus d'affinité avec les habitants de telle ou telle commune, et bien que ça correspondait, que leur désir correspondait à une géographie qui remontait à l'époque carolingienne, à l'époque où ces villages-là, justement, faisaient partie d'un même grand domaine, donc de l'époque carolingienne, vous imaginez, 8e, 9e siècle. Donc c'est intéressant de voir que subsistent dans l'inconscient des gens des affinités avec d'autres habitants, et que ça s'est transmis vraisemblablement de génération en génération, et que les gens ont continué à utiliser les mêmes chemins qui entre-temps ont été asphaltés, que leurs parents, que leurs grands-parents, que leurs ancêtres, qui ont fait qu'il y avait des connexions entre deux villages, et on ne savait pas pourquoi. Et puis voilà, voilà ces 5 villages-là, les habitants de ces villages, de ces communes maintenant, veulent être dans la même nouvelle commune, et il se fait que ça correspond justement à une partie d'un domaine carolingien. Donc vous voyez que c'est intéressant quand même, quand on fait ce genre de découverte. Donc faire de l'histoire, c'est pas sans intérêt, en particulier lorsque l'on réorganise la géographie administrative. Inutile de vous dire les liens qui unissent les habitants du nord de la France avec la Flandre, même si on ne parle pas la même langue. Vous savez que la région de Lille, Douai, Orchies faisait partie jadis de la Flandre, que Valenciennes faisait partie du comté de Hainaut, qui avait son siège à Mons. Et donc, en fait, on a divisé des populations, principalement à l'époque des guerres de Louis XIV, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des populations qui avaient l'habitude de vivre depuis des siècles ensemble. Et en fait, c'est la Révolution française qui, à la suite, et qui va donner lieu plus tard à l'enseignement de la Troisième République, qui va créer de manière artificielle de nouvelles affinités entre les habitants du nord de la France et du reste de la France, alors qu'en fait, ces populations, longtemps, se sont senties beaucoup plus proches des populations belges. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de faire de la géographie historique. C'est très intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Je vous ai donné cet exemple-là, mais je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Alors, donc, premier élément, stabilité des frontières. Ensuite, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de spécificités régionales vont subsister. C'est pas parce que certaines régions se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière que pour autant elles vont devenir perses ou vont devenir romaines, que pour autant elles vont être percisées, si je puis dire, ou vont être romanisées.
elles vont continuer à garder leur spécificité. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas de la Babylonie, c'est le cas également de l'Arabie. Voilà. C'est à noter. D'ailleurs, je ne voudrais pas embêter ici notre ami turc. Il y a un turc, hein, pas plusieurs. Oui, c'est bien toi. Je te dis ça gentiment, c'est amicalement, bien entendu. Mais quand vous pensez aux Kurdes également, les Kurdes, en fait, c'est un peuple pour lequel on avait envisagé, après la Première Guerre mondiale, de constituer un État. Hein? Les Kurdes se trouvent sur plusieurs États modernes. Ils se trouvent à cheval sur la Turquie, sur la Syrie, sur l'Irak et sur l'Iran. Il représente près de 20 millions d'habitants, sauf erreur de ma part. Eh bien, ils se sentent beaucoup plus d'affinité, évidemment, entre eux, de part et d'autre de la frontière, qu'avec les habitants du pays dans lequel ils vivent, et qui ne sont pas des Turcs. Parce que beaucoup de choses les rapprochent sur le plan linguistique, sur le plan religieux, etc. Et donc on comprend cette volonté, pas seulement d'autonomie, mais même d'indépendance des Kurdes dans les différents pays que je viens de citer. Voilà, il y a des frontières artificielles. Nous passons maintenant au deuxième chapitre de cet exposé. Dans un premier temps, j'ai parlé des conflits militaires, maintenant on va parler de choses plus sympathiques. En tout cas pour les humanistes, c'est ce qui réunit les peuples. Ce qui réunit les peuples, c'est d'abord le commerce, il faut bien le dire, c'est très terre à terre, mais le commerce qui voudrait qu'il n'y ait pas de frontières, parce que vous savez que les frontières, ce sont des limites qui empêchent d'aller plus loin, parce qu'il y a le danger, effectivement, d'être menacé physiquement, mais aussi parce que les frontières sont synonymes de douane, et les douanes signifient taxes, et que donc, c'est d'abord une des raisons premières d'ailleurs pour lesquelles on a fondé l'Union européenne, c'était d'abord pour mettre en partie de 1951 la production de charbon et d'acier en commun pour l'Allemagne et la France, pour éviter une nouvelle guerre. Bon, ça c'est le discours officiel, mais enfin c'était surtout l'objectif était surtout français, comme vous le savez, avec Monet et Schuman, hein, c'est une manière un peu de mettre sous tutelle l'Allemagne à ce moment-là. Bon, on a été associés d'autres pays, comme les pays du Benelux et l'Italie, mais ensuite, à côté de l'aspect industriel, ça a été très vite l'aspect commercial. Hein, supprimer la TVA, supprimer toute une série de taxes aux frontières. De telle manière, maintenant, quand vous allez en France ou aux Pays-Bas, vous ne voyez pas de poste frontière. Il faut vraiment qu'il y ait des terroristes dans la nature pour voir des douaniers, des policiers réapparaître. Enfin, ce ne sont plus des douaniers, ce sont des policiers. Hein. Donc, le commerce cherche à éviter les frontières. Hein, ça, c'est clair. Alors, commerce. Je vous ai parlé de Palmyre dans mon introduction. Cette ville de Palmyre qui se trouve dans la Syrie actuelle. Je dis bien la Syrie, hein, pas l'apostrophe Assyrie, dans la Syrie actuelle. Eh bien, Palmyre, aux 3 premiers siècles de notre ère, jusqu'à la fin du IIIe siècle, et vraiment, date à laquelle d'ailleurs, à la fin du IIIe siècle, Palmyre va être détruite. Palmyre est vraiment un lieu, un carrefour sur le plan commercial. Palmyre est une ville qui commerce avec la Babylonie, qui commerce également avec Bahreïn, donc avec le golfe Persique. Or, si vous voyez les distances qui séparent Palmyre du golfe Persique ou de la basse Mésopotamie, mais vous vous rendrez compte qu'il s'agit de distances gigantesques. C'est nous, dans notre petite Belgique, qui ne nous rendons pas vraiment compte, lorsque nous regardons une carte, des distances. Mais il suffit d'avoir évidemment une échelle. Et là, vous allez voir qu'il s'agit de plus d'1 millier de kilomètres. Au moins. Maintenant, le domaine de la pensée.
le domaine de la culture. C'est sans doute le domaine où les échanges ont été les plus nombreux et les plus fructueux dans cette région frontière, ces régions tampons bien souvent, entre les deux empires et à cheval sur les deux empires. Le problème des langues, tout d'abord. Il faut savoir que le latin, qui est la langue officielle de l'Empire romain, à l'époque qui nous intéresse, et le persan sont marginalisés dans la région, les régions dont on parle ici, donc au Proche et au Moyen-Orient. Alors, le latin, la langue officielle, et le vieux persan, c'est effectivement le persan, c'est plus le vieux persan des Avestas, mais c'est le persan à un stade particulier de son évolution, sont les langues officielles. Il n'en demeure pas moins qu'à côté de ces langues-là, on utilise couramment, à des fins diverses d'ailleurs, sur le plan intellectuel, sur le plan commercial, sur le plan religieux, d'autres langues locales qui, pour certaines, ont connu un grand succès dans le passé. Je pense tout d'abord au grec. Le grec progresse et connaît un essor tout à fait remarquable dans la partie orientale de l'Empire romain. Je vous ai déjà dit dans des cours antérieurs que l'Empire romain est un empire bilingue. L'Empire romain, et c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Paul Veyne, l'Empire romain c'est un empire gréco-romain. Le grec est parlé dans la partie orientale, le latin dans la partie occidentale. Vous savez aussi que la division qui va séparer les deux parties de l'Empire romain en 385, décidée par l'empereur Théodose Ier le Grand, entre ses deux fils Honorius et Arcadius, Honorius pour l'Occident, Arcadius pour l'Orient, c'est fait, au fond, sur une base linguistique. C'est ça qui justifie, principalement, pas seulement, mais la frontière entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Le grec, donc, progresse de plus en plus. Il y a des subsistances de Grecs en Mésopotamie, qui ne fait pas partie, en tout cas pour une partie de cette époque, de l'Empire romain. Et cette subsistance à Séleucie, par exemple, qui est une des capitales de l'Empire séleucide, puisque celle des Parthes c'est Ctésiphon, eh bien, il y a encore des traces d'usage du grec, donc en Mésopotamie. Et ça remonte, oui, parce que je n'avais peut-être pas terminé ma phrase, et ça remonte à l'époque des Séleucides, justement. N'oubliez pas que Séleucos, un des généraux d'Alexandre, avait un empire qui s'étendait de la Méditerranée, justement, jusqu'en Afghanistan. Et donc, de nombreuses cités grecques ou des places fortes macédoniennes ont été fondées un petit peu partout dans l'empire d'Alexandre le Grand. Je ne sais pas combien il y a eu d'Alexandrie. Celle qu'on a en tête, c'est évidemment la ville, le port qui se trouve dans le nord de l'Égypte, mais il y a eu beaucoup de villes d'Alexandrie. Jusqu'en Bactriane, jusqu'en Afghanistan, jusqu'aux territoires qui se trouvent en Asie centrale pour l'instant. De la même manière, il y a eu plusieurs villes qui se sont appelées Séleucie, du nom du premier général, du premier roi de l'Empire séleucide. Il y a eu comme ça plusieurs villes qui se sont appelées Antioche, du nom du roi
s'appelait Antiochus. Donc vous voyez, le grec a été une langue qui s'est imposée à l'époque des empires macédoniens, des royaumes macédoniens, et dont il reste des traces. Le grec était même parlé à la cour des Parthes. En tout cas, il y a des rois parthes qui entendaient, on en a une preuve, parce qu'un acteur grec lisait ou jouait plutôt Euripide à la cour du roi parthe, sauf erreur de ma part, c'est quand il y a eu la défaite de Caer contre Crassus, enfin la défaite de Crassus. Maintenant, deuxième langue après le grec, l'araméen. L'araméen, c'est la langue de Jésus. Je vous rappelle que Jésus ne parlait pas quand il était dans la rue, quand il allait au temple, quand il prêchait. Il ne prêchait pas en hébreu, que personne ne connaissait plus. C'était des textes sacrés, donc c'était connu par les rabbins, par les prêtres. Il ne parlait pas en grec, il ne parlait pas en latin. Je ne dis pas qu'il n'avait pas de connaissance de ces langues, mais enfin sa langue usuelle, c'était l'araméen. L'araméen, qui était la langue du Proche et du Moyen-Orient à cette époque-là, c'était la langue que l'on pratiquait vraiment donc dans les territoires actuels qu'on appelle donc Israël, au Liban, en Syrie, en Jordanie. C'était la langue usuelle. L'araméen, qui d'ailleurs avait détrôné quelques siècles plus tôt l'akkadien, était la langue usuelle de toutes ces régions-là. L'akkadien, je vous le rappelle, est comme l'araméen une langue sémitique, d'ailleurs comme l'hébreu ou comme l'arabe. N'oubliez pas que le persan, c'est une langue indo-européenne, que le latin et le grec sont également des langues indo-européennes. Mais le persan actuel, l'iranien donc, est une langue qui s'est fortement modifiée au contact des Arabes, et c'est ainsi que près du tiers des mots, des mots utilisés dans l'iranien actuel ne sont pas d'origine indo-européenne, mais sont en particulier issus de l'arabe. Les Iraniens utilisent l'écriture arabe, mais je rappelle que le fond de l'iranien, c'est donc une langue indo-européenne. Oui, alors l'araméen est utilisé aussi bien dans le domaine de la poésie que dans le domaine du religieux. Parce que, vous n'ignorez pas, le christianisme est issu du judaïsme, que les Juifs, en particulier après la destruction du second temple de Jérusalem, en 70 de notre ère, par Titus, le fils de Vespasien, eh bien, les Juifs ont connu une nouvelle diaspora. Ils en avaient connu déjà précédemment. Pensez en 584, à l'époque de Nabuchodonosor, lorsque les élites juives avaient été déplacées à Babylone. Mais les Juifs ont continué à connaître une diaspora dans les siècles qui précèdent notre ère. Mais alors, en 70, là, ils sont dispersés de leur territoire. Et donc, les premiers chrétiens étaient des Juifs, hein, faut-il le rappeler. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Et donc, le christianisme va se diffuser via l'araméen, je vous ai dit, qui était la langue de Jésus et des Juifs à cette époque-là. L'arabe, enfin. Alors, l'arabe, qui est la langue des nomades. Les nomades, vous imaginez bien le rôle de diffusion qu'ils peuvent avoir dans leur propre langue, parce que ce sont des gens qui bougent, par définition. Quand vous êtes commerçant, ou quand vous êtes pasteur et que vous bougez, inévitablement, vous avez un effet, vous provoquez un effet de dissémination du langage. Et par conséquent, donc, à côté du grec et l'araméen,
vous avez donc une diffusion de l'arabe. Ces Arabes sont christianisés, comme ils vivent aux marges de l'Empire romain, pour des raisons de stratégie politique, ils n'ont pas été persécutés pour leur manière hétérodoxe de penser, parce qu'ils vont pratiquer des versions qui ne sont pas reconnues par les conciles écuméniques. Je vous rappelle qu'il y a le concile de 325 qui condamne l'arianisme. Ils ne sont pas concernés par l'arianisme, en revanche, ils sont concernés par le concile d'Éphèse, 431, qui condamne le nestorianisme, et le concile de Chalcédoine, 451, qui condamne le monophysisme. Je vais revenir, ne vous en faites pas, sur toutes ces distinctions dans quelques instants, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à comprendre ce qui s'est passé lors de tous ces conciles, d'autant plus qu'à nos yeux, il s'agit vraiment de querelles de byzantins où l'on coupe les cheveux en quatre. Mais pour les ecclésiastiques, pour les théologiens de cette époque-là, il s'agit d'enjeux tout à fait fondamentaux dans leur représentation, on va dire mythologique, de leur religion. Alors, c'est important également parce que les Arabes vont être en contact avec la langue grecque et ils vont jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la pensée grecque dans l'empire arabo-musulman, et un jour même, ils auront un rôle fondamental dans la transmission des philosophes classiques grecs, la diffusion donc de ces philosophes comme Aristote, ou même avant comme Platon, en Europe occidentale. Parce que c'est à partir du XIIe siècle que l'on va redécouvrir Aristote par l'intermédiaire de commentateurs, Avicenne, Averroès, qui vont commenter les textes d'Aristote. Le chemin suivi par les philosophes grecs passe par l'araméen dans sa version syriaque. Le syriaque, c'est donc une version de l'araméen, donc c'est de l'araméen en fait, le syriaque. Il ne faut pas confondre. Le syrien, ça c'est un dialecte arabe que l'on parle à l'heure actuelle en Syrie. Ça c'est autre chose. Je vous parle du syriaque, qu'on parlait évidemment en Syrie, mais dans l'Antiquité. Alors, il y a encore des gens qui... je crois qu'il y a encore 200 personnes. À un moment donné, il y avait 200 personnes qui parlaient encore le syriaque dans je ne sais pas quel village en Syrie, mais en tout cas c'est une langue ancienne. Mais le Proche-Orient est une région où vous avez des tas de petites traces comme ça, de tas de religions, ou plutôt de versions du christianisme qui ont été pour la plupart condamnées d'ailleurs par les conciles du IVe et du Ve siècle et qui subsistent à l'état embryonnaire. Parce qu'il n'en reste plus grand-chose. Il y a l'islam qui est passé au-dessus. Il y a d'abord eu les conciles chrétiens qui normalisent la pensée chrétienne, et puis il y a eu la vague de l'islam, ce qui fait que vous avez des communautés multiples. Mais j'ai fait un cours sur ce sujet-là, je n'y reviens pas, vous avez l'occasion, si ça vous intéresse, d'aller sur ma chaîne. C'est un cours que j'ai fait récemment et qui s'intitule « Le christianisme au Proche-Orient du IVe siècle au XXIe siècle ». Là, j'explique toutes les différences entre les courants religieux chrétiens au Proche-Orient. Alors, les religions, maintenant. Ah oui, je n'avais pas terminé. Donc, en fait, du grec, c'est passé au syriaque, c'est-à-dire que c'était traduit, les philosophes grecs de l'Antiquité ont été traduits en syriaque, donc en araméen, puis ils ont été traduits en arabe, et d'arabe, ils ont été traduits en latin, 12e, 13e siècle. C'est comme ça que quand Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle à Paris, travaille sur Aristote, il travaille sur des textes traduits. Donc vous imaginez toute
toutes les traductions. Donc le grec, ils ne lisent pas directement, Thomas d'Aquin ne lit pas le grec, il lit des traductions en latin d'Aristote ou de Platon, le syriaque et l'arabe, donc ce sont des traductions, de traductions, de traductions. Vous imaginez toutes les déformations qu'il peut y avoir. Et quand on fait de la philosophie, le sens des mots est essentiel. Vous imaginez ce que ça donne. Vous connaissez l'expression qui traduit, trahit. Vous connaissez l'expression en italien. Tu la connais apparemment. Non, je croyais que tu disais oui, comme sinon c'est traduttore et traditore en italien. Traduttore, donc le traducteur. Traditore est un traître. Parce que comment voulez-vous? Allez, vous traduiriez maintenant. N'oubliez pas que ce sont des systèmes linguistiques différents, enfin des langues différentes, vraiment. C'est pas passer d'italien à l'espagnol, ce qu'ils ont fait. Du grec à une langue sémitique qu'est l'araméen. L'araméen, c'est une langue sémitique comme l'arabe, et puis ça repasse d'une langue sémitique à une langue indo-européenne qu'est le latin. Alors, ce n'est pas passé en français, parce que Thomas d'Aquin, il parlait latin, les cours étaient donnés en latin, à cette époque-là. Et donc, vous imaginez, et donc il a fallu retrouver, ça explique évidemment la Renaissance, pourquoi au XVe, au XVIe siècle, il y a eu ce vaste mouvement de traduction des auteurs grecs que l'on connaît de plus en plus grâce à des manuscrits qui viennent entre autres de l'Empire byzantin défunt, qui ont été apportés dans les décennies qui précèdent, et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on peut enfin retourner au texte originel. Et donc ces Italiens en particulier, mais ça va être aussi des Français, des Anglais, des Allemands, et c'est les Italiens florentins qui commencent, vont enfin pouvoir travailler sur le texte grec originel de Platon, d'Aristote, alors qu'avant on devait se servir de traduction, de traduction, de traduction. Voilà. Je vous dis ceci parce que quand on fait de l'histoire, il faut toujours essayer de voir tous les ponts à travers toute l'histoire. L'histoire, ça se comprend comme un tout en fait, tout est lié. Et donc on ne peut pas dire, aujourd'hui je fais les relations entre les Perses et les Romains du 1er siècle avant, 7e siècle après, je me limite à ça. Non, il faut essayer de faire des ponts, montrer en quoi ça a influencé toute l'histoire de la pensée mondiale, si je puis dire, de la pensée philosophique mondiale. Alors, comme religion, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez d'abord le judaïsme dans ces régions-là. Alors le judaïsme, on le trouve de part et d'autre de la frontière, romaine et perse. De part et d'autre. Effectivement, on trouve le judaïsme en Judée, on le trouve en Syrie, ça c'est pour la partie romaine, on le trouve en Mésopotamie, dans la partie perse, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a eu, à l'époque de Cyrus, donc 70 ans après la déportation à Babylone, donc aux environs de, alors là si je fais bien compte, oui, c'est en 532 je crois, il me semble, aux environs 532, 535 peut-être, que Cyrus permet aux Juifs de retourner dans leur terre originelle, en tout cas les élites, et de reconstruire le temple. Parce que le temple de Jérusalem a été détruit 2 fois, il a été reconstruit 2 fois, mais il a été détruit 2 fois aussi. Depuis lors, on n'a jamais essayé de reconstruire. C'est à vous que je disais un jour, je crois que s'il y avait un gouvernement ultra-orthodoxe qui devenait un jour majoritaire, ou même une petite minorité, un parti minoritaire qui, dans le gouvernement israélien, parvenait à faire pression sur le gouvernement pour reconstruire le temple de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Vous avez dit ça un jour. Vous imaginez ce qui se passe? Ça risque de chauffer, mais chauffer au sens littéral du terme. C'est tout le monde musulman qui soulève. Déjà que ce n'est pas toujours comique, les rapports entre les Arabes et les Israéliens, mais alors là, c'est le feu, quoi. C'est le feu. Imaginez reconstruire le temple là où se trouvent les 2 mosquées.
deux mosquées qui sont des lieux sacrés d'islam, qui sont construits sur l'esplanade, à l'endroit où se trouvait le temple qui a été détruit à l'époque de Titus. Voilà. Donc, il y avait donc, je termine mon raisonnement, il y avait eu donc plusieurs diasporas, mais il y a des juifs qui étaient restés en Mésopotamie, ils n'étaient pas tous retournés, il y en a qui s'y trouvaient bien, qui ont continué à faire du commerce. Donc en fait, vous aviez des juifs en Judée, en Syrie, dans d'autres régions également du Proche-Orient, mais vous en aviez aussi en Mésopotamie, qui, pendant de nombreuses périodes, de longues périodes, Mésopotamie qui faisait partie de l'Empire perse, il ne faut pas l'oublier. Donc on trouve des juifs en Mésopotamie. Et je vous ai dit que le judaïsme a été un véhicule aussi pour le christianisme. Vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Alors, c'est ainsi que deux Talmuds vont être parallèlement, enfin pas tout à fait sur le plan chronologique, mais vont être rédigés. Alors, un à Jérusalem et un autre Talmud à Babylone. C'est quoi le Talmud? Eh bien, le Talmud, c'est en fait un commentaire de la loi, de la Torah. La Torah, c'est l'Ancien Testament, qui comprend entre autres le Décalogue. Donc, c'est un commentaire de la Torah. Alors, ce commentaire a été rédigé par des équipes de rabbins. Donc, il y a eu deux Talmuds. Et alors, il va y avoir le commentaire du commentaire, ou plutôt les commentaires du commentaire, c'est ce qu'on appelle la Mishnah et la Gemara. Je ne vous demande pas de redire ça ici. La Mishnah et la Gemara. Maintenant, le christianisme lui-même, que j'ai évoqué. Le christianisme va connaître une intense activité théologique dans les premiers siècles. Mais oui, parce qu'il s'agit de définir les dogmes. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose de figé, où tout est écrit dans les évangiles, pas du tout. Le christianisme est une religion parmi d'autres qui a connu une évolution. Le christianisme d'aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à voir avec le christianisme du Christ. Alors évidemment, les fondamentaux sont les mêmes, mais il a fallu discuter pendant des siècles pour se mettre d'accord sur les fondamentaux. Il y a des tas de choses qui ont été inventées après Jésus, donc après le Christ, et que lui-même n'avait pas dit à l'époque patristique. Il y a eu l'époque apostolique, ça c'est l'époque où les apôtres ont rédigé les évangiles, puis il y a eu l'époque patristique, l'époque des pères de l'Église. Et c'était une époque d'intense activité intellectuelle. Et il a fallu se mettre d'accord, parce que quand vous étiez évêque de Carthage, évêque d'Alexandrie, d'Antioche, de Constantinople, dans votre région, vous avez des rapports avec les prêtres de votre région, les évêques de votre région, et vous aviez des conceptions qui évoluaient pas dans le même sens que les conceptions d'évêques qui étaient en Occident. N'oubliez pas qu'à l'époque, Internet, ça n'existait pas, et que les conciles qui vont se tenir en Orient, concile de Constantinople, concile d'Éphèse, concile de Nicée, concile de Chalcédoine, ce sont des conciles qui se passent en Orient. Donc à certains de ces conciles, il n'y a pas ou très peu d'évêques d'Occident. Or, ce sont des conciles écuméniques, c'est-à-dire des conciles universels dont les décisions, dont les décrets ont valeur pour l'ensemble du christianisme. Et les évêques eux-mêmes se disputent. Les métropolites, c'est-à-dire les patriarcats, les patriarches de Constantinople, d'Antioche, de Jérusalem ou d'Alexandrie, ils ont leur petit précaré. Ils ne s'entendent pas toujours. Et c'est ainsi qu'il va y avoir des dissensions très fortes sur le plan théologique entre les différents patriarcats, avec essentiellement une tension entre deux patriarcats, des métropolites de deux villes, Antioche et Alexandrie. C'est surtout là, Alexandrie, Antioche, qu'il va y avoir entre ces deux sièges métropolitains, qu'il va y avoir de la bagarre, de la tension.
Cette instance activité théologique, je viens de vous le dire, va conduire à des dissensions. Ces dissensions, en termes religieux, ça s'appelle des hérésies pour les doctrines qui ne sont pas reconnues par les conciles. En fait, c'est le rapport de force dans les conciles qui a la plupart du temps déterminé le choix de telle ou telle doctrine qui est devenue orthodoxe. Donc, le christianisme aurait pu devenir non pas un christianisme catholique, mais aurait pu devenir un christianisme arien ou un christianisme monophysite ou nestorien. C'était une question de rapport de force entre les courants théologiques dans les conciles. Également de la place que le pouvoir, je parle du pouvoir impérial, qui, dès Constantin, a voulu contrôler les conciles. Parce que la religion servait à légitimer le pouvoir impérial. Un Dieu au ciel, un empereur sur terre. Et donc il ne pouvait pas y avoir 3 ou 4 religions chrétiennes les unes à côté des autres. Il pouvait y en avoir qu'une seule. Et donc quand vous aviez l'empereur de votre côté, vous aviez évidemment l'espoir chez vous. Mais il y a des empereurs qui se sont laissés dominer par certains patriarches. Donc vous voyez, tout ça est une question de lutte, d'influence et de rapport de force, in fine. Alors, pour les courants qui ont été considérés comme des hérésies par les conciles œcuméniques, soit ils ont été écrasés, soit ils ont dû se développés dans des régions marginales de l'Empire, soit encore ils ont été tolérés et ont fait l'objet de compromis parfois avec l'empereur. Enfin, certaines de ces hérésies ont dû carrément partir de l'Empire romain. Et où se sont-elles réfugiées? Entre autres dans l'Empire perse. Donc c'est pour vous montrer à nouveau qu'il y a une porosité des frontières. De la même manière que je vous ai dit qu'il y avait une porosité des frontières sur le plan commercial, je vous ai dit qu'il y avait une porosité des frontières sur le plan de la littérature tout à l'heure, porosité des frontières sur le plan religieux, pour le judaïsme, je vous ai parlé du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem. Pour le christianisme, c'est ainsi qu'une branche particulière du christianisme va s'installer en Perse et va être accueillie par l'empereur perse Sassanide, justement. C'est la branche des Nestoriens. Alors, c'est quoi les Nestoriens? Les Nestoriens, en fait, tirent leur nom de Nestorius. Et Nestorius est un patriarche qui a développé une théorie selon laquelle il y a 2 personnes en Jésus, ou 2 aspects en Jésus, un aspect humain et un aspect divin, et que l'aspect humain reste là. Donc il n'est pas avalé par l'aspect divin. Ce qui va être condamné par le concile d'Éphèse de 431, et il y a, alors vous voyez, c'est assez compliqué, parce que chez les Ariens, il y a Arius, c'est un prêtre,
Le concile de Nicée de 325 va condamner l'arianisme selon lequel Jésus, le Christ donc, était un homme, mais n'était pas le Fils de Dieu. C'était une sorte de super-héros, un super-homme, mais ce n'est pas le Fils de Dieu. Donc il n'y a rien de divin. L'arianisme a été adopté par la plupart des rois barbares, comme les Visigoths, comme les Ostrogoths. Le concile donc de Nicée condamne cette position. Avec le concile d'Éphèse 431 qui condamne le nestorianisme et le concile de Chalcédoine de 451 qui condamne le monophysisme, ce sont d'autres versions d'autres problèmes christologiques qui sont mis en évidence. C'est de savoir, y a-t-il une ou deux personnes en Jésus? Je ne parle pas des trois personnes, je ne parle pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est en Jésus, dans le Christ lui-même maintenant. Hein. Est-ce qu'il est seulement divin? Est-ce qu'il est seulement un homme? Ça a été supprimé en 325. Hein, je vous l'ai dit, qui condamne l'arianisme. Hein. Donc l'idée que c'est seulement un homme, ça s'est supprimé. Alors la question de savoir, est-il seulement un Dieu? Est-ce qu'il y a deux personnes qui cohabitent? Ça c'est la version officielle. C'est celle qui va l'emporter, c'est la version actuelle d'ailleurs. Hein. Dans la version actuelle, Jésus est homme et Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est homme aussi, et il n'est pas seulement homme, il est les deux en même temps. Ce sont deux personnes qui sont fusionnées. Ça va? D'accord, hein, si vous avez une éducation chrétienne, vous savez que le Christ fusionne son humanité, l'humanité et la divinité. Il fusionne les deux. C'est indissociable. Pour les monophysistes, là, il n'y a qu'une enveloppe humaine, mais en fait c'est Dieu à l'intérieur d'une enveloppe humaine. Pour lui, le monophysisme, il n'y a qu'une seule nature, et la nature divine. L'aspect d'homme, c'est un Dieu qui a pris la forme d'un homme, mais c'est quand même un Dieu à l'intérieur du corps. Donc vous voyez, tout ça est assez complexe. Mais alors le problème, c'est le statut de Marie. Marie, quelle place a-t-elle? Est-ce qu'elle est la mère du Christ ou est-ce qu'elle est la mère de Dieu? Alors, c'est dans le « Je vous salue Marie, pleine de grâce », et puis on dit à un moment donné « mère de Dieu ». D'accord, on dit mère de Dieu à un moment donné. Enfin, moi, je n'ai plus récité évidemment ça depuis ma petite enfance, depuis mon adolescence. On dit c'est Marie, mère de Dieu. Je ne me trompe pas. Hein. Voilà, mère de Dieu. Donc la question est de savoir si elle est mère de Dieu ou si elle est mère du Christ. Mais ça change tout. Parce que comment une humaine peut enfanter d'un Dieu? C'est pas possible. Elle ne peut enfanter que d'un homme. Comment? Oui, mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle des querelles byzantines. Et donc, ça a posé des tas de problèmes. Et ça a été condamné, évidemment, par un concile. L'idée qu'elle était mère du Christ et pas mère de Dieu. Oui, enfin, tout ça, mon but, c'est pas ici de faire un cours d'histoire des religions. J'explique d'ailleurs ça dans le détail dans un autre cours qui a été enregistré. Mais c'est pour vous dire que donc les nestoriens sont donc partis en Perse, ils ont été chassés de l'Empire romain puisqu'ils étaient condamnés pour hérésie, et de là ils ont rayonné jusqu'en Chine. Il y avait des nestoriens à la cour de l'empereur de Chine. Alors on passe maintenant au mitraïsme, parce que je vois que je suis un peu trop bavard. On passe au mitraïsme maintenant. Alors Mitra, c'est un dieu iranien, donc un dieu perse si vous voulez, qui s'est transformé et qui a migré dans le sud de la Turquie, ce qu'on appelle la Cilicie, mais sur la côte méditerranéenne, et c'est par ce biais-là que des soldats romains qui devaient se battre contre des pirates ciliciens, apparemment, c'est ça l'explication. À la suite de cela, ils ont adhéré au mitraïsme et que le mitraïsme s'est répandu dans l'Empire romain
en particulier jusqu'à Rome. C'est comme ça que si vous allez dans le sous-sol de l'église Saint-Clément, Sainte-Clémente, qui se trouve, c'est sur le Janicus, si mes souvenirs sont bons, enfin à proximité en tout cas du Vatican, c'est pas loin du tout, vous allez voir qu'en dessous de l'église, vous avez un temple mitraïque, où il y a encore des stèles qu'on peut voir, qu'on peut visiter, où on voit Mithra qui est en train d'égorger un taureau, hein, parce que dans la religion mitraïque, il y a, Mithra c'est un sauveur en fait, hein, et il y a, ça veut dire le fils de la lumière, Mithra, il y a sacrifice d'un taureau, et c'était par le sang du taureau que les gens, les initiés étaient baptisés en fait. Et donc vous devez vous dire que le christianisme a dû se battre. C'était un concurrent du mitraïsme dans les premiers siècles de notre ère. Je crois vous avoir dit, sauf erreur de ma part, c'est à vous, peut-être à d'autres étudiants, que le christianisme a repris un certain nombre d'éléments au mitraïsme. Quand vous pensez que la date de naissance de Jésus, le 25 décembre, comme par hasard, c'est la date de naissance de Mithra. Donc en fait, vous voyez que le christianisme a dû, pour gagner, prendre des éléments, pour avoir des parts de marché, si je puis dire, dans le domaine religieux, a dû prendre un certain nombre d'éléments du mitraïsme pour qu'il n'y ait pas trop de, comment dirais-je, d'étrangeté pour les mitras, ceux qui avaient adopté le culte mitraïque et qui passaient au christianisme, parmi les païens. Je vous signale aussi que Mithra, c'est le fils de la lumière. Or, c'est quoi Noël? Le 25 décembre, c'est le solstice. C'est le moment de l'année où le soleil commence, les jours commencent à se rallonger. Donc vous voyez, c'est encore un élément du mitraïsme. Jésus associé à la lumière. Donc vous voyez, faire l'histoire des religions, c'est très intéressant, parce qu'on peut voir, pas seulement d'une manière figée, comme on l'enseigne dans le catéchisme, hein, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc., c'est écrit, c'est comme ça, non. C'est d'essayer de faire les liens entre les différentes religions, de voir comment elles s'influencent les unes les autres. Je pourrais vous faire un cours sur l'islam en vous montrant que l'islam, tout ce que l'islam doit au judaïsme et au christianisme. C'est essentiel, donc il n'y a pas de religion comme ça qui naît, qui vient d'en haut. Ça n'existe pas. Hein, quand on dit le prophète a dit que oui, mais le prophète, il est né dans une région particulière où il y avait des juifs et des chrétiens. Voilà. Maintenant, le manichéisme, c'est quoi? J'arrive tout de suite rapidement vers la fin, vous savez. Le manichéisme, quatrième religion donc, après le judaïsme, le christianisme et le mitraïsme. Le manichéisme. Alors le manichéisme, en fait, c'est une religion qui fait penser à certains courants religieux de notre époque, qu'on trouve en Afrique du Sud, qu'on trouve, non, en Afrique même, en Afrique centrale plutôt, en Amérique du Sud. Vous savez, ces religions qui sont un peu éclectiques, où l'on trouve qui résulte d'un mélange entre plusieurs religions. Vous savez que notre époque est friande, pas seulement dans le domaine commercial, mais dans le domaine religieux, de la pensée d'aller, on fait son marché. On prend un petit peu du bouddhisme, un petit peu du christianisme, etc. Et tout le monde se dit, ben finalement, moi je suis un petit peu bouddhiste, je suis un petit peu chrétien, et on fait ben on dit, voilà, ben ça c'est ma religion à moi. Parce qu'on dit, il n'y a pas de raison de condamner complètement la religion des autres. Hein? Voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le manichéisme. Alors, c'est une religion qui est mise au point aux environs 240 de notre ère par Mani, qui a donné son nom à cette religion, qui est un persan. Et cette religion va s'étendre en Égypte, en Afrique du Nord. Le manichéisme, je vous le dis, vient de Perse. Et le manichéisme, en fait, a pour théologie une vision de l'univers où s'opposent deux forces. Autrement dit, c'est un système dualiste, où s'oppose d'une part le bien et où s'oppose d'autre part le mal. La force du bien, le Dieu du bien, Dieu tout court, si je puis dire,
a créé une humanité primitive, bonne, mais la matière, c'est-à-dire le principe négatif, le mal, a voulu se venger, a repris dessus, et c'est ainsi que l'être humain est devenu simple matière, et que l'être humain, en fait, a l'apparence de l'humanité, alors qu'en lui, c'est la matière qui domine, c'est le mal qui domine. Et l'être humain doit se battre, une partie de l'être humain doit se battre contre l'autre partie de l'être humain qui est en lui. Donc il y a l'opposition entre deux forces. Et ce système, on va retrouver jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, XIIIe siècle, lorsqu'on va voir apparaître des cathares dans le sud de la France, contre lesquels d'ailleurs le roi de France va mener la croisade contre les Albigeois. Alors comment sortir de ce système dualiste? Eh bien c'est grâce à la prière, grâce à la méditation, grâce à l'effort sur soi-même pour combattre la matière sur soi-même, grâce à l'abstinence, en refusant de se marier, etc., et d'avoir des enfants que l'on va, parce qu'avoir des enfants, ça veut dire que l'on reproduit la matière, c'est-à-dire une substance qui est dominée par le mal, que l'on va s'élever justement au bien. Entendu? Voilà. Et bien donc c'est pour vous montrer de nouveau que toute cette religion aussi, comme les autres, eh bien, elle voyage au-dessus des frontières, à travers les frontières. Conclusion de tout maintenant. Vous voyez que, à côté de l'aspect négatif dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, dans les rapports, dans les relations entre l'Empire romain et l'Empire perse, il y a eu, grâce à la culture, des traits d'union via la langue, via la littérature, via les religions. Donc, les religions, la littérature, la pensée, la philosophie ne sont pas arrêtées aux frontières. Et c'est ce qui a fait du Proche-Orient un véritable creuset de civilisation. Donc c'est pour ça que ignorer l'histoire du Proche-Orient et du Moyen-Orient avant la conquête islamique, c'est se couper de nos propres racines. Donc on doit étudier l'Orient pré-islamique. Et c'est une période qui, vous le remarquerez, n'apparaît pas dans les manuels scolaires. On vous parle d'Empire romain, l'Empire perse, on vous parle de l'époque achéménide, avant Alexandre le Grand, mais on ne vous parle plus des empires perses après. L'époque des Parthes et l'époque des Sassanides, ça n'apparaît pas dans les manuels scolaires. Donc il y a un grand blanc comme ça, et puis tout à coup, 7e siècle, on voit Mahomet, etc., la conquête du Proche et du Moyen-Orient. Et entre les deux, on ne dit pas ce qui s'est passé. Mais c'est une époque qui est extrêmement riche sur le plan culturel, au niveau des échanges. C'est un petit peu l'inconscient de notre civilisation. C'est l'inconscient du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ce n'est pas l'islam, c'est aussi l'islam, mais ce n'est pas seulement l'islam. Il y a vraiment un Orient, un Moyen-Orient antérieur à l'islam. Entre l'époque de la glorieuse de la Mésopotamie, des Perses et d'Alexandre le Grand, et l'époque de l'islam. Eh bien, c'est cette période-ci, cette période-là que j'ai voulu combler aujourd'hui. 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après. Et on n'en parle jamais. Il faut que vous ayez, en tant que prof d'histoire, que vous puissiez faire le lien. Voilà. Donc, on a vu le rôle des langues, on a vu aussi le rôle des axes de circulation commerciale en prenant le cas particulier de Palmyre. Je vous montre maintenant, pour conclure, quelques livres. Alors, un numéro très intéressant, où il y a un article d'ailleurs sur ce sujet-là de Maurice Sartre, donc qui date de 2016, c'est Un monde hors série, la vie, histoire du Proche-Orient, 10 000 ans de civilisation. Alors, dossier d'archéologie, mai 99, numéro 243, Empire perse d'Alexandre aux Sassanides. Toujours numéro d'archéologie, numéro 271, mars 2002, les Parthes. L'Arabie avant l'islam, chez Édissude. Ce sont des très, vous savez,
superbe image, photographie. Mémoire d'Euphrate et d'Arabie, art et archéologie au Proche-Orient, chez Hatier. Le Levant, histoire et archéologie du Proche-Orient. Vous reconnaîtrez en arrière-fond Petra, enfin, partie de Petra, publié chez Koenemann. Alors, de Maurice Sartre, déjà cité, qui est vraiment un grand spécialiste de cette région du monde pour la période considérée, il a écrit Le Haut Empire romain, les provinces de Méditerranée orientale d'Auguste au Sévère, dans la Nouvelle Histoire de l'Antiquité, tome 9, dans la collection Point Histoire. Du même auteur, la Syrie antique en découverte Gallimard. Et enfin, pour terminer, l'histoire des religions, volume 2, tome 2 en folio essai, donc chez Gallimard. C'est en fait une réédition sous une édition bon marché de la Pléiade, donc. Voilà, je vous la montre, qui comprend plusieurs chapitres, l'un sur l'église sassanide et le mazdéisme, donc religion orientale. Oui, le mazdéisme, ça vient de Ahura Mazda, qui se battait contre Arima, qui était aussi le bien et le mal. Les religions orientales dans l'Empire romain, le judaïsme depuis la captivité de Babylone jusqu'à la révolte Bar Kokheba, la révolte donc contre les Romains entre 132 et 135 de notre ère. Les origines, le christianisme des origines au concile de Nicée, la gnose, la religion mandéenne, le manichéisme et naissance de l'islam. Donc c'est vraiment le volume qui peut vous être utile pour préparer, ou plutôt, peut-être pas vous préparer, parce que c'est quand même une leçon assez précise, mais en tout cas vous informer lorsque vous aurez un jour le temps, pendant vos vacances, de vous informer sur ces civilisations qui sont tellement passionnantes, vous savez, et d'autant plus qu'on ne peut pas y voyager pour l'instant, pour les raisons que vous connaissez. Faire un voyage en Irak ou en Syrie, c'est peut-être pas l'idéal, sauf si vraiment vous voulez avoir très très chaud. Hein, bon, voilà, et voilà. Donc je crois j'espère avoir comblé un trou qui apparaît dans les manuels, donc entre l'époque des empires, des royaumes de l'époque hellénistique et l'islam donc au 7e siècle. Donc il y avait un trou de 8 siècles, 7 siècles à combler, et j'espère que maintenant vous voyez vraiment, tant sur le plan militaire qui n'est pas le plus intéressant, mais enfin qui fait partie de l'histoire, que sur le plan économique et sur le plan culturel, qu'il y a vraiment des choses passionnantes et qu'il s'est passé des choses et des relations, des contacts entre les religions. Et vous savez, vous avez un cours qui s'appelle, comment ça s'appelle, un truc multiculturel, comment ça s'appelle vous avez un cours de diversité culturelle. C'est quand même important de décloisonner quand même certaines matières, et ça vous permet quand même, lorsque vous aurez des élèves, de montrer qu'il y a eu des rapports entre le christianisme, l'islam, le judaïsme, les religions païennes, etc. Enfin, que tout ça tout ça n'est pas mélangé, mais qu'il y a eu des influences réciproques qui expliquent certains éléments du christianisme, de l'islam. Ça permet d'expliquer pourquoi certaines religions n'ont pas pu continuer, etc. Voilà, enfin moi je trouve ça tout à fait passionnant. J'ai dit